Lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le président nigérien refuse d'informer le Parlement sur les nouvelles mesures de sécurité. Élection présidentielle du 24 février au Sénégal. La coalition présidentielle a investi Macky Sall pour briguer un second mandat. Puis le président turc Recep Tayyip Erdogan réclame l'extradition vers la Turquie des suspects saoudiens dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Ravi de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous. Le président nigérien Muhammadu Buhari a refusé de se présenter face aux représentants du peuple pour donner les détails sur les nouvelles mesures de sécurité prévues par le gouvernement afin d'en finir avec le groupe islamiste Boko Haram. Précisons que pas moins de 600 soldats nigérians ont été tués l'année dernière par le groupe terroriste d'origine nigériane. Le point avec Abdoulaye Issa. La séance plénière de la Chambre des représentants à Abuja a offert aux membres du gouvernement une occasion d'exprimer leurs sentiments sur les opérations des forces de sécurité nigérianes dans le nord du pays. En particulier l'armée nigériane qui a récemment perdu de nombreux soldats lors de l'attaque perpétrée par Boko Haram dans un village appelé Metele dans l'état de Borno. Combien de temps durerait cette folie? Combien de temps la nation nigériane continuerait-elle à perdre des personnes civiles ou militaires? Pendant combien de temps des meurtres insensés et macabres seraient-ils tolérés? Le gouvernement a-t-il vraiment laissé tomber le peuple? Une rafale de pensées. Pour eux, les détails sanglants de l'attaque qui ont, dans une large mesure, suscité une peur palpable chez les citoyens du pays, n'auraient pas pu être reçus avec une certaine sérénité murmurée. Déplorant les nombreux cas de décès persistants parmi de nombreux soldats nigérians, entrant et sortant de formations militaires, de camps et de théâtres de guerre, la Chambre note que selon les informations de médias crédibles, pas moins de 118 soldats nigérians du 157e bataillon ont été massacrés par des insurgés de Boko Haram qui s'appellent désormais État islamique de l'Afrique de l'Ouest le 18 novembre 2018 dans le village de Metele dans l'état de Borno. Il est maintenant confirmé que 118 soldats et officiers ont été tués avec leur commandant, le lieutenant-colonel Ibrahim Sakaba. Les insurgés auraient emporté un important lot d'armes de la base militaire de Metele qui, selon les experts en matière de sécurité, constituerait un grave danger. Le président sénégalais Macky Sall a été investi ce samedi à Dakar par une coalition de partis politiques pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en grande pompe devant des milliers de partisans et de plusieurs chefs d'État invités par Macky Sall. Reportage. Ce sont des militants en euphorie qui ont accueilli Macky Sall lorsqu'il a fait son entrée dans la salle. Accompagné de son épouse, Macky Sall ne pouvait espérer un accueil aussi meilleur et c'est devant ses parterres des sympathisants que le Congrès, dans sa résolution, a choisi Macky Sall pour conduire la coalition à la présidentielle de 2019. Nous, membres de Benno Bokk Yakaar, de la grande coalition de la majorité présidentielle, réunis ce jour en Congrès, investissons le président Macky Sall, candidat de Benno Bokk Yakaar, de la grande coalition de la majorité présidentielle du 24 février. Tour à tour, des leaders de la coalition se sont succédés à la tribune pour justifier le choix porté sur Macky Sall. Vous avez le savoir et la méthode, l'intelligence et la diligence pour nous permettre de rester dans le temps de l'action. À son tour, Macky Sall a remercié les congressistes et promet de mener la coalition à la victoire au soir du 24 février prochain. Pour cela, il a mis en avant le bilan de son mandat, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous avons écrit de belles pages. Notre politique de soutien au secteur agricole a été efficace. Dès 2012, j'ai doté le secteur de plus de 1000 tracteurs subventionnés à 60% pour renforcer sa mécanisation. Ces bilans, la coalition présidentielle compte surfer dessus pour espérer un second mandat, un mandat que Macky Sall veut consacrer à la jeunesse, à la transition agroécologique,
le développement de l'économie sociale et solidaire, l'accélération du rythme d'industrialisation du pays et le développement de l'économie numérique. En République démocratique du Congo, le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, a promis que les élections du 23 décembre prochain vont très bien se dérouler. Il a fait cette promesse lors d'un rare entretien au cours duquel il dénonce les sanctions de l'Union européenne frappant le candidat de sa majorité. Reportage. Pour les élections du 23 décembre prochain, tout va très bien se passer et cela ne dépendra pas des sanctions de l'Union européenne. Ce sont les meilleures élections que la République démocratique du Congo aura connues depuis 1959. Ainsi s'exprimait le président sortant Joseph Kabila dans un rare entretien qu'il a accordé au quotidien belge le soir. Ce qui me surprend, c'est que ma décision ait pu surprendre. J'ai fait ce que j'avais toujours dit, a déclaré Joseph Kabila, qui ne s'est pas représenté pour un troisième mandat. Il a plutôt investi un dauphin à l'élection présidentielle pour sa succession en la personne de son ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier est l'une des 15 personnalités congolaises visées depuis début 2017 par les sanctions de l'Union européenne pour atteinte aux droits de l'homme et au processus électoral. Au total, 21 candidats postulent à la succession du président Joseph Kabila. Dans le but de lancer leur campagne, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, membres d'une même coalition électorale, étaient en meeting à Kinshasa ce dimanche. Par ailleurs, le principal parti de l'opposition congolaise a accusé ce lundi les autorités d'entraver sa campagne dans son fief de Mbuji-Mayi, au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, à moins de 3 semaines des élections prévues le 23 décembre. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, déplore l'arrestation de militants, l'encerclement de son siège dans la nuit de dimanche à lundi par les forces de sécurité et des affiches de campagne arrachées. Au Bénin, l'état réel des lieux des droits humains sous le régime Talon était ce week-end au menu d'une conférence de presse organisée par l'ONG Changement Social Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de la quinzaine pour la célébration du 70e anniversaire de la DUDH, entendez Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus de précisions avec Ralmeg Gandaro, disais-je, il est le président de l'ONG Changement Social Bénin. On l'écoute. Fêter 70 ans pour nous revient tout au moins à regarder dans le rétroviseur pour ces dernières années et apprécier en fait l'état des droits de l'homme, l'état de droit au Bénin. Et donc les activistes du Changement Social Bénin et bien d'autres ont travaillé. Ils ont recensé quelques cas de violation des droits de l'homme, des cas de violation consacrés par loi, décret, arrêté, circulaire et quelques faits juridiques majeurs concernant le principe du contradictoire, le droit de la défense, quelques faits majeurs concernant la détention arbitraire, des actes juridiques concernant la loi sur le renseignement par rapport à l'absence de mécanismes juridictionnels pour l'autorisation des écoutes, des lois concernant le code électoral par rapport à la liberté d'association politique relativement à l'obligation qui est faite à d'autres élections et pas à d'autres, et nonobstant les dispositions du Pacte pour les droits civils et politiques et de la Charte africaine. Oui, encore une fois, par rapport aux lois, la loi sur le partenariat PPP relativement à la participation citoyenne, qui est tributaire de l'accès à l'information, la loi sur la privation du droit de grève à certains fonctionnaires relativement à ce qu'on appelle fonction souveraine, mais sans aucun mécanisme compensatoire obligatoire pour les deux parties pouvant servir de mécanisme de médiation de conflit. La loi sur l'embauche qui finalement a jeté en fait, l'employé béninois dans une situation de servitude et, d'esclavage des temps modernes. Moi, je m'inquiète. Je suis inquiet. Nous sommes partis d'un contrat social. Nous sommes partis d'une approche consensuelle en 90 qui dit nous irons ensemble au développement, nous allons construire un état de droit, mais sur la base de ces droits fondamentaux. Le Bénin, sa signature au niveau régional et au niveau international, a vraiment réaffirmer son attachement à tous ces principes, mais pourquoi légiférer ces dernières années dans ce sens, dans un sens contraire à ce qui crée la confiance collective? Le chef de l'État français Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'accepterait jamais la violence qui a explosé ce samedi à Paris au cours d'une manifestation de Gilets jaunes. Selon lui, cette violence n'a rien à voir avec l'expression d'une colère légitime. Le président français Emmanuel Macron a condamné les violences qui ont eu lieu à Paris ce samedi lors des manifestations de Gilets jaunes. Lors d'une conférence de presse à l'issue du G20,
Il a estimé qu'aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées et qu'il n'accepterait jamais la violence. Ce qui s'est passé à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Barricades, voitures incendiées, vitrines brisées, Paris s'est retrouvé ce samedi en proie au chaos. En marge d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes, des heurts violents entre forces de l'ordre et des centaines de casseurs ont éclaté sur les Champs-Élysées à Paris. Les Gilets jaunes sont en colère contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Puis le président turc a réclamé l'extradition vers la Turquie des suspects saoudiens dans le meurtre à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. C'était ce samedi au sommet du G20 de Buenos Aires. En marge du G20, le président turc a réclamé ce samedi l'extradition des suspects saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan dit ne pas faire confiance à la justice saoudienne, alors qu'il soutient que l'ordre de tuer le journaliste et opposant émanait des plus hauts niveaux du royaume, et ce, tout en écartant la responsabilité du roi Salman. Selon le président turc, seul le premier ministre canadien Justin Trudeau a abordé le sujet pendant la réunion des dirigeants. Soupçonné d'avoir commandité le meurtre de Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a donné une explication difficilement croyable sur le rôle de l'Arabie saoudite dans cette affaire. Le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a provoqué une onde de choc mondial et considérablement terni l'image de l'Arabie saoudite. Pour l'heure, le procureur général saoudien a inculpé 11 personnes sur un total de 21 suspects et requis la peine de mort contre 5 d'entre elles, mais a totalement dédouané le prince héritier. Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont pris des sanctions financières contre des Saoudiens soupçonnés d'être responsables ou complices dans cette affaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.